En mars 2007, le magazine Hollywood Truth a fait sensation, secouant le monde du cinéma. Le carnet privé de Burt Lancaster, jusqu'alors considéré comme perdu, fut retrouvé dans un classeur verrouillé de son ancienne demeure à Beverly Hills. Mais il ne s'agissait pas d'un simple mémoire. C'était un réquisitoire. À l'intérieur, Lancaster avait dressé à la main une liste de 14 acteurs qu'il considérait comme les figures les plus maléfiques, abusives et manipulatrices de l'âge d'or d'Hollywood. Clark Gable, un sadique derrière des portes closes, aurait-il écrit. Errol Flynn, un prédateur protégé par son charme. Bing Crosby, l'homme le plus froid que j'ai jamais connu. D'autres noms sur la liste brillent encore sur le Walk of Fame, mais leurs victimes n'ont jamais eu de vedette. Ce n'était là pas que des rumeurs. Lancaster relatait agressions physiques, coercition sexuelle, chantage et tourments psychologiques. Passons maintenant à la liste et découvrons quelle légende cachait à leurs démons au grand jour. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était aussi infâme hors écran qu'elle était glamour sur les plateaux. Pendant le tournage de Cléopâtre, elle se claquemura dans sa loge pour un simple désaccord sur une tenue, interrompant la production pendant 14 heures, avant de lancer un verre de vin au réalisateur, laissant le plateau abasourdi. Taylor voyageait avec une énorme suite d'assistants, des centaines de robes et de chaussures, et une ménagerie d'animaux exotiques. Singes, perroquets, un bush baby, un terrier qui mordillait des diamants, et même une tentative d'acquérir un éléphant. Les hôtels se plaignaient des matelas et tapis détruits, de marques de rouge à lèvres au plafond, et de suites transformées en zones de chaos. Quand elle était poursuivie pour dégâts, sa réponse était souvent de saccager les chambres, déchirer les rideaux, jeter des oreillers dans les toilettes et se venger de quiconque osait lui tenir tête. Son influence dépassait les hôtels et les animaux. Taylor contrôlait la carrière de ses maris, de Mike Todd à Richard Burton, manipulant les relations pour son profit et contraignant les dirigeants d'Hollywood à céder à ses caprices. Elle avait bâti un style de vie mondial d'opulence. Yachts avec bois provenant de galions coulés, jets décorés à la mode Régence, chambres remplies d'art inestimable, le tout entretenu par des centaines de collaborateurs dédiés à chacun de ses désirs. Même la maladie devenait un outil de contrôle et d'attention. Elle revendiquait d'innombrables maux, exigeant hospitalisation, médecin personnel et intervention médicale, tout en appliquant son maquillage dans les ambulances ou hôtels. Sa légendaire indulgence et sa cruauté, masquées par sa beauté éblouissante, faisaient d'elle une opératrice impitoyable de pouvoir et de manipulation, laissant derrière elle un sillage de chaos et d'admiration. Kirk Douglas. Kirk Douglas, l'archétype du dur à cuire d'Hollywood, était célébré pour ses rôles héroïques dans Spartacus, Champion et Les Sentiers de la Gloire. Son visage buriné et ses performances intenses ont fait de lui une star admirée pendant des décennies. Mais derrière cette façade héroïque se cachait une réalité plus sombre et impitoyable. Hors écran, Douglas était connu pour ses infidélités, ses relations tumultueuses et sa réputation de manipulateur. Il a reconnu publiquement avoir trompé sa première épouse, Diana Dill, et ses aventures ont souvent semé le chaos tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Sur les plateaux, son comportement était tout aussi volatile. Il licencia le réalisateur de Spartacus, Anthony Mann, après seulement une semaine et tenta de microgérer Stanley Kubrick sur Les Sentiers de la Gloire, fracturant des relations avec des cinéastes par ailleurs respectés. Longtemps après sa mort, des allégations ont refait surface concernant un incident sombre avec Natalie Wood dans les années 1950. Les rumeurs suggèrent que Wood, alors âgée de seulement 15 ans, aurait été conduite dans la chambre d'hôtel de Douglas et agressée sexuellement. L'histoire n'a jamais été vérifiée et avec la mort des deux protagonistes, la vérité restera peut-être à jamais inconnue. Néanmoins, cette accusation jette une ombre persistante sur son héritage, évoquant les tendances prédatrices décrites dans les contes confidentiels de Burt Lancaster.
Les journaux intimes de Lancaster dépeignent Douglas comme un homme prêt à tout pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Il intervenait agressivement dans les décisions de casting, exerçait des pressions sur les producteurs et utilisait prétendument des drogues pour imposer sa volonté. L'actrice Lisa Avery fut écartée d'un film en 1959 simplement pour avoir refusé une invitation privée à dîner, un acte de punition délibéré. Derrière l'héroïsme du grand écran se cachait donc un homme prêt à écraser quiconque lui résistait. Jane Fonda. Jane Fonda n'a tué personne, elle n'a maltraité personne, mais à des millions d'Américains, elle a fait pire. Elle les a trahis. En 1972, au plus fort de la guerre du Vietnam, Fonda, déjà célèbre grâce à Barbarella et Clout, fut photographiée assise sur un canon anti-aérien nord-vietnamien, souriante, entourée de soldats. Cette seule image fidèle Hanoi Jane, et pour beaucoup, l'actrice la plus détestée d'Amérique. La colère fut immédiate et implacable. Des vétérans brûlèrent de ses affiches. La législature du Maryland débattit d'interdire ces films dans tout l'État. Un délégué déclara « Je ne voudrais pas la tuer, mais je ne serais pas contre qu'on lui coupe la langue. » Les Veterans of Foreign Wars réclamèrent sa poursuite comme traîtresse. Ce qui rendait la situation encore plus choquante, Fonda avait été Miss Army Recruiter en 1954. Son père, Henry Fonda, était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, elle diffusait des messages anti-guerre sur Radio Hanoï et suppliait les pilotes américains d'arrêter leur mission. « Cela a blessé tant de soldats », admettra-t-elle plus tard. « Cela a suscité une hostilité immense. C'était la pire chose que j'ai pu faire. » Elle a passé des décennies à présenter ses excuses. Sur Oprah, dans My Life So Far et dans de nombreuses déclarations publiques, c'était irréfléchi, un moment de folie de 2 minutes qui me hantera toujours. Pourtant, certains Américains ne lui ont jamais pardonné. Certains allant jusqu'à célébrer son diagnostic de cancer en 2022 avec des messages du type « Récolte ce karma, traîtresse, Henry Fonda ». À l'écran, Henry Fonda incarnait le centre moral de l'Amérique. Hors caméra, il était émotionnellement distant, froid et, comme ses épouses et enfants l'ont douloureusement révélé, profondément égoïste. Une nouvelle biographie démêle le mythe, exposant un homme qui manœuvrait le charme comme une arme, mais incapable de montrer de l'amour aux personnes les plus proches. Fonda était un séducteur en série à travers 5 mariages, ayant des liaisons avec des légendes hollywoodiennes comme Bette Davis, Barbara Stanwyck, Marlène Dietrich et Lucille Ball, sa maîtresse de longue date et, selon certains, l'amour de sa vie. « Je ne vais pas laisser le mariage m'empêcher de m'amuser à côté », confiait-il à ses amis. Sa première épouse, Margaret Sullivan, l'accusa d'être un amant médiocre. Bette Davis qualifia cette expérience de 30 secondes les plus faciles passées avec un homme. Fonda abandonna Sullivan en moins de 2 ans. Elle mourut plus tard d'une overdose après une longue lutte contre la dépression. Sa seconde épouse, Frances Seymour, connut un destin encore plus tragique après des années de négligence et la découverte de l'affaire de Fonda avec Suzanne Blanchard, âgée de 21 ans, elle se suicida dans un hôpital psychiatrique. Fonda mentit à leurs enfants, Jane et Peter, prétendant qu'elle était morte d'une maladie cardiaque, puis interdit aux journaux d'entrer chez eux pour cacher la vérité. Jane décrivit plus tard son père comme « un homme qui ne disait jamais « je t'aime ». Il refusait de partager les repas en famille, évitait tout lien émotionnel et déclara un jour « La paternité n'a jamais été vraiment ma vocation ». Dennis Hopper. Dennis Hopper était le secret le plus sauvage d'Hollywood, un homme dont la vie mêlait génie, violence et chaos incontrôlé. Accusé de violence domestique par plusieurs épouses, dont Brooke Hayward, qui racontait qu'il lui avait brisé le nez lors d'une rage alcoolisée et qu'il avait un jour brisé le pare-brise de sa voiture alors qu'elle tentait de fuir.
Leur fille se souvenait s'être réveillée au milieu de dizaines de Hells Angels, endormis dans leur maison après une des célèbres fêtes nocturnes de drogue de Hopper. Son alcoolisme était extrême. Il consommait un demi-gallon de rhum, 28 bières et 3 grammes de cocaïne par jour, juste pour fonctionner. Marié 5 fois, son union avec Michelle Phillips dura 8 jours. Elle qualifia son comportement sexuel d'inhumain et terrifiant. Son dernier mariage avec Victoria Duffy se termina par des ordonnances de restriction, des batailles pour l'héritage et des accusations de tentative de meurtre, alors que Hopper mourait d'un cancer. Sur les plateaux, il était ingérable. Il sortit un couteau sur Rip Torn qui fut retiré d'Easy Rider. Il exigeait 80 prises par scène et força une fois son équipe à regarder un stunt où il faisait exploser de la dynamite dans une chaise de la mort pour attirer l'attention. Dans l'un de ses moments les plus sombres, Hopper snorta ce qu'il croyait être de la cocaïne lors d'une fête, pour découvrir qu'il s'agissait des cendres de l'épouse décédée d'un cadre. Sa fascination pour les armes n'était pas théâtrale. Il tirait de vraies balles sur ses propres œuvres et gardait des armes à proximité d'enfants. Malgré une rédemption tardive dans sa carrière, Hopper ne se réconcilia jamais avec les dégâts qu'il avait causés. Errol Flynn. La carrière d'Errol Flynn brillait de combats à l'épée et de charme, mais sa vie réelle était imbibée de scandales. Né en Tasmanie, il fut renvoyé de nombreuses écoles pour vol, absentéisme et bagarres. L'une de ses exclusions serait liée à une liaison sexuelle avec une femme de ménage plus âgée. À 17 ans, il part pour la Nouvelle-Guinée à la recherche de fortune dans la jungle. Là, il aurait tué un natif lors d'un conflit tribal et fut accusé de meurtre. Il se défend et est acquitté. Ses tendances violentes s'accentuent en Grande-Bretagne. Engagé dans une compagnie de théâtre, il est renvoyé pour avoir poussé une régisseuse dans un escalier. Warner Bros. Finit pourtant par le signer. À Hollywood, il organise des fêtes débridées dans sa maison de Mulholland, équipée de Judas et de miroirs bidirectionnels pour espionner les invités. En 1942, Flynn est jugé pour viol statutaire de 2 jeunes filles, Betty Hansen et Peggy Satterlee. Bien qu'acquitté, il écrivit plus tard « J'aurais peut-être été coupable, mais tout le monde savait que les filles avaient consenti. » Ses mariages furent tout aussi turbulents. Il brisa un jour la dent de sa femme après qu'elle lui eut lancé une bouteille de champagne sur la tête. Avec sa deuxième épouse, Nora Eddington, il fut physiquement violent, mordant son bras au point qu'il dut être plâtré. Sa dernière relation, sans doute la plus inquiétante, fut avec Beverly Hadland, mineure, et avec l'assentiment complet de sa mère. Leur liaison, ouverte et prétendument commencée par un acte non consensuel, dura jusqu'à sa mort. Flynn meurt en 1959, alcoolique et ruiné. Une autopsie révéla un foie comparable à celui d'un homme de 75 ans, il n'avait que 50 ans. Des rumeurs posthumes le désignaient sympathisant nazi et trafiquant de drogue. Hollywood en fit une légende, mais l'histoire montre un homme bien plus sombre, Bing Crosby. Derrière la voix veloutée et le charme de Noël de Bing Crosby se cachait un héritage profondément troublant d'abus, de misogynie et de pouvoir incontrôlé. Il n'était pas qu'un crooner, il était tyrannique, manipulateur et détruisait la vie de ceux qui lui étaient proches. Sa première épouse, Dixie Lee, devint alcoolique dès la trentaine et fut blâmée pour l'échec du mariage alors que Bing la trompait et voyageait. Elle mourut à 42 ans d'un cancer de l'ovaire et 2 de leurs 4 fils, Lindsay et Dennis, se suicidèrent. Gary Crosby, l'aîné, écrivit dans Going My Own Way que Bing nous battait sans cesse, avec souvent une ceinture à clous. Mon père n'était pas l'homme décontracté que tout le monde imagine. C'était un monstre. Son second mariage fut tout aussi contrôlant. Il rencontre Catherine Crosby à 19 ans alors qu'il en a 49. Il la séduit sous couvert de professionnalisme, puis la soumet à une domination domestique. Elle abandonne carrière
études et indépendance, car Bing l'exige. Lorsqu'elle poursuit des études en soins infirmiers, il la réprimande pour négliger la famille, tandis qu'il part en vacances avec ses maîtresses, exigeant qu'elle sourie et tienne la maison. Dans ses mémoires, Catherine écrit que Bing me suppliait et m'exhortait alternativement à m'organiser, traduisant 2 décennies de maltraitance émotionnelle. Elle resta, l'adorait, et à sa mort, on parle encore de cet amour comme de quelque chose de traditionnel. Mais ce n'était rien d'autre qu'un abus systémique et une tyrannie émotionnelle. Orson Welles. Orson Welles, loué pour Citizen Kane et la diffusion de The War of the Worlds, était également célèbre pour son abrasivité et sa cruauté envers ses collègues. Il dénigrait ouvertement les acteurs les plus respectés, traitant Humphrey Bogart de lâche, Spencer Tracy d'homme haïssable et Charlie Chaplin de profondément stupide. Il ridiculisait Laurence Olivier, méprisait Grace Kelly et James Stewart et considérait Bette Davis et Jennifer Jones comme insupportables. Les réalisateurs n'étaient pas épargnés. Alfred Hitchcock était accusé d'égoïsme et paresse, et Rear Window qualifié d'insensible. Même ceux qu'il mentorait comme Marilyn Monroe subissaient ses manipulations. Sa vie privée reflétait son chaos. Infidélité, relations exploitantes, obsession pour le crédit exclusif et sabotage de projets pour de petites disputes créatives. Il humiliait, rabaissait et caricaturait acteurs, réalisateurs et scénaristes de stéréotypes ethniques aux attaques personnelles. Malgré son génie et son influence durable, son comportement vindicatif, égocentrique et souvent mesquin semait la peur et le ressentiment sur les plateaux et dans les cercles hollywoodiens. Faye Dunaway. Faye Dunaway, l'une des actrices les plus acclamées d'Hollywood, a bâti sa carrière sur l'intensité et le charisme. Mais sa réputation hors écran est tristement célèbre pour le chaos et la volatilité. Sur le tournage de Chinatown, elle aurait uriné dans des poubelles de sa loge, refusé de tirer la chasse et fait appel à des teamsters pour gérer le désordre, provoquant plusieurs démissions. Elle aurait même lancé un gobelet d'urine sur le réalisateur Roman Polanski lors d'un conflit, illustrant sa nature imprévisible et conflictuelle. Son rôle à Broadway dans Tea at Five prit fin abruptement après qu'elle aurait giflé des membres de l'équipe, jeté des objets et créé un environnement hostile et dangereux. Coiffeur, créateur de perruques et assistant en production à Los Angeles et New York, témoigne de son agressivité physique et verbale, des gifles aux assistants à la projection de salades, en passant par des exigences impossibles sur le plateau. Rutanya Alda, sa partenaire dans Mommy Dearest, se souvient avoir été giflée pour de vrai pendant le tournage, tandis que Paul Huntley a vu Dunaway frapper une assistante maquillage pour une erreur mineure. Son comportement conflictuel dépassait le studio. Dans les années 1990, ses voisins rapportèrent des querelles pour un emplacement de parking ou des disputes avec des commerçants et à plusieurs reprises, elle agressait verbalement des employés ou jetait des objets par les fenêtres. Même ses co-stars et collaborateurs comme James Woods et Bette Davis la décrivaient publiquement comme hostile, ingérable et impossible à travailler avec, Davis la qualifiant de pire professionnelle qu'elle ait jamais rencontrée. Malgré plusieurs nominations aux Oscars et un prix de la meilleure actrice pour Network, sa carrière et sa vie personnelle furent marquées par des accès de colère, des problèmes d'alcool et une réputation d'intimidation. Mickey Rooney. Mickey Rooney, l'un des enfants stars les plus célèbres d'Hollywood, cultivait une image charmante et innocente, mais sa vie réelle était bien plus sombre. Sur le tournage de National Velvet, Rooney, alors dans la vingtaine, aurait traité une jeune Elizabeth Taylor avec cruauté et condescendance, critiquant et rabaissant ses performances. Sa vie personnelle fut un maelstrom de dysfonctions, 8 mariages ratés, abus de substances, jeux d'argent et choix financiers imprudents. Chroniquement en faillite et impliqué dans de multiples affaires judiciaires, il laissa ses 10 enfants avec peu de contact ou de soutien.
Ses excentricités hors écran se reflétaient dans son travail, notamment dans le rôle de Monsieur Yunyoshi dans Breakfast at Tiffany's, largement condamné pour stéréotypes raciaux offensants. En vieillissant, Rooney devint à la fois victime et auteur de cruauté. Dans ces dernières années, sa 8e épouse, Jean, et ses fils le manipulèrent financièrement et émotionnellement, le forçant à des apparitions et lui retirant toute autonomie. Les archives judiciaires montrent un homme vivant dans la peur, physiquement et verbalement maltraité, privé même des décisions les plus basiques. À sa mort en 2014, Rooney, autrefois tête d'affiche au box-office, ne possédait que 18 000 $. Malgré son génie à l'écran, sa vie fut dominée par la manipulation de ses costards, de sa famille et de lui-même, laissant derrière lui une trace de relations détruites et de chaos personnel. Daryl F. Zanuck. Daryl F. Zanuck, le magnate derrière 20th Century Fox, a bâti un empire hollywoodien tout en laissant derrière lui une traînée de peur, coercition et abus. Pendant des décennies, il exploita son contrôle sur les films et les carrières pour imposer des faveurs sexuelles comme condition de promotion. Les jeunes actrices étaient convoquées quotidiennement dans son bureau privé, souvent à 16 heures, où tout refus entraînait blacklisting, sabotage de carrière ou exclusion permanente de l'industrie. Le terme « casting coach » fut probablement défini par le règne de Zanuck. Ses victimes allaient de jeunes actrices comme Linda Darnell, seulement âgée de 15 ans, à Marilyn Monroe, dont la carrière fut façonnée sous la surveillance prédatrice de Zanuck. Certaines relations étaient consenties, d'autres coercitives, laissant les femmes sans choix que de se soumettre ou voir leurs rêves hollywoodiens détruits. Geneviève Gilles, Bella Darvi, Juliette Gréco et Irina Demick firent l'expérience de cette exigence, leur talent secondaire à leur soumission. Sa vie personnelle reflétait sa brutalité professionnelle. Marié à Virginia Fox de 1924 à 1979, il eut continuellement des aventures, se séparant en 1956, tout en poursuivant d'autres femmes. Il se vantait ouvertement auprès de Joan Collins. « Tu n'as rien eu tant que tu ne m'as pas eu », réduisant carrières et relations à des outils pour sa satisfaction personnelle. Voilà donc un aperçu impitoyable, selon Burt Lancaster, des recoins les plus sombres de l'âge d'or hollywoodien. Derrière le charme, les smokings et les statuettes dorées se cachaient des acteurs dont le comportement privé laissait de véritables cicatrices sur les conjoints, les enfants, les co-stars et parfois sur des productions entières. On se demande, combien de légendes ont été construites sur le silence et la complicité? Combien de sourires à l'écran cachèrent la cruauté hors caméra? Êtes-vous d'accord avec cette liste? Selon vous, qui était l'acteur le plus maléfique de cette époque et qui s'en est sorti indemne? Partagez vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et partager si cela vous a choqué et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités derrière les mythes du vieux Hollywood.